Donc moi, je vais vous présenter un cas clinique à travers lequel je voudrais vous montrer comment on procède au diagnostic, suivi et prise décisionnelle chez un patient congénital adulte. Et je m'excuse d'avance pour ceux qui étaient là à la session précédente parce qu'il y a certaines notions que je vais répéter, qu'Olivier a déjà traitées brillamment. Je me suis trompée. Comment on sort de là ? Xavier. Ah, voilà. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt et notre patiente a 41 ans. Elle est adressée par les urgences pour suspicion d'hypertension artérielle pulmonaire. Elle est allée consulter car depuis plusieurs semaines, elle présentait des palpitations et une dyspnée inhabituelle à l'effort, en sachant qu'elle n'a pas d'antécédents en dehors de 2 grossesses qui se sont parfaitement bien passées, avec accouchement par césarienne pour des raisons obstétricales. Donc à l'examen clinique, elle a un excellent état général, elle sature à 100% l'air ambiant, elle n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque et à l'auscultation, il y a un souffle systolique et un dédoublement de B2. Donc ils ont quand même fait une radio de thorax qui met en évidence une légère cardiomégalie et une dilatation des artères pulmonaires proximales et à mon sens une hypervascularisation pulmonaire. Donc à l'électrocardiogramme, elle est tachycarde. Il existe un petit bloc incomplet droit, sans plus, et pas d'anomalie de la repolarisation. L'axe est plutôt droit. Donc on refait son écho, c'est sur une échographie en fait qui a été suspectée cette hypertension pulmonaire, et on trouve effectivement que les cavités droites sont dilatées, que le ventricule droit paraît plutôt hyperkinétique, bon c'est un peu saccadé, je ne sais pas pourquoi, et qu'elle a un léger épanchement péricardique circonférentiel non compressif. Mais lorsqu'on prend le flux sur une insuffisance tricuspide qui est modérée, on ne retrouve pas des vitesses très élevées et on calcule une PVDS qui correspond à la PAPS aux alentours de 30-35 mm de mercure. On peut se demander dans cette incidence 4 cavités si le septum interauriculaire ici est intact et s'il n'y a pas une CIA ostium secundum, mais c'est un piège. Bon, on voit quand même la membrane, mais il ne faut jamais prendre cette incidence pour chercher une CIA ostium secundum, parce qu'on a cette partie qui est vide d'écho et qui peut à tort nous faire penser qu'il y a un trou alors qu'il n'y en a pas. Donc on va multiplier les incidences, comme on sait bien faire en cardiologie congénitale, et comme Olivier avait déjà montré, cette vue sous-costale pour nous est essentielle. Et là, on voit un défect, une CIA, haut située vers la veine cave supérieure. Et on a l'impression que la veine pulmonaire droite qu'on voit ici se draine également au niveau de cette veine cave supérieure. On retrouve un shunt gauche-droite à travers, qui est large, et on fait un peu de 3D pour s'amuser et pour montrer que maintenant on peut identifier ces shunts en échographie thoracique triplant très bien. Donc on retrouve notre CIA ici, avec des marqueurs, ça c'est des veines sus-hépatiques, et les veines pulmonaires sont quelque part derrière, donc on la retrouve dans les 3 incidences. Et puis on va faire une acquisition volumique au prix de quelques apnées, qui va nous confirmer qu'il s'agit d'un ventricule droit dilaté, mais qui a une excellente fonction, comme on voit ici sous la courbe de volume. Et au passage, on va voir que la valve tricuspide est normale et qu'il y a un aplatissement de septum interventriculaire, mais plutôt en diastole. Et si vous avez bien écouté Olivia, c'est une surcharge volumique et pas en pression. Donc là, on a quand même déjà beaucoup d'éléments diagnostiques. Une patiente qui nous a été adressée pour une hypertension artérielle pulmonaire. À l'échographie cardiaque, on a plutôt des doutes s'il en est vraiment une. Et on va quand même faire un cathétérisme cardiaque, mais sans angiographie. On va juste faire des mesures de pression et calcul métabolique de shunt, qui va nous confirmer effectivement que la pression artérielle pulmonaire moyenne est basse, à 15, qu'il existe un shunt gauche-droite qui est significatif à 3,75, pour ne pas dire très important, et que les résistances vasculaires pulmonaires sont basses à 1,3 unités Wood par mètre carré. Donc on est plutôt soulagé puisque, en l'absence d'hypertension artérielle pulmonaire, nous autorisons, enfin nous pensons que la grossesse peut être poursuivie sans risque très important. On est en phase d'une CIA.
On la suit régulièrement quand même parce qu'elle continue à être symptomatique et très essoufflée. Et elle accouche par césarienne à 38 semaines en raison d'un utérus cicatriciel. Et son petit garçon a un bon poids de naissance de 3,5 kg. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Donc il faut la prendre en charge. Il s'agit d'un shunt important avec répercussion à droite. Et vous savez que traditionnellement, ces CIA relèvent de traitement chirurgical. Mais depuis peu, on peut proposer pour certains de ces patients un traitement percutané. Donc on va faire un scanner qui va nous confirmer le diagnostic. Donc on voit très bien le RVPA dans la veine cave supérieure et on voit le sinus venosus. Et à partir de là, on va utiliser les modules de modélisation 3D, des imprimantes 3D qui vont nous donner un modèle du cœur en 3 dimensions dans lequel on va étudier si on peut implanter un stent couvert dans la veine cave supérieure de façon à redrainer les veines pulmonaires droites à travers la CIA dans l'oreiller de gauche. Donc là, c'est un de mes collègues qui fait ça. Donc on va étudier ça parce que le principal problème, c'est de savoir si, une fois le stent posé, est-ce que les veines pulmonaires vont se drainer à l'oreiller de gauche ou est-ce qu'on va les comprimer? Donc, quand ils ont fait tous les tests, le feu était vert pour dire qu'on peut procéder au traitement percutané chez cette patiente. Donc, on va en salle de cathétérisme cardiaque. Donc, nous servons pour faire le TO. Et on utilise l'échonavigateur, qui est un module de fusion d'images entre l'échographie transœsophagienne et fluoroscopie, mais également échographie transœsophagienne, fluoroscopie et scanner. Donc là, on positionne selon les repères. Bon, moi, je fais que l'écho. Hein. Ils positionnent leur stent. Ils nous demandent est-ce que les veines pulmonaires se drainent librement derrière. Donc, on met un repère au niveau de la veine pulmonaire en question et on peut le retrouver là. On met le flux. Là, il y a une accélération, mais qui n'était pas suffisante pour dire qu'on ne peut pas le faire. Donc, le stent a été posé avec succès. Ça, c'est pas elle. Je n'ai pas retrouvé l'image de fusion scanner, fluoroscopie pour cette patiente. C'est un autre patient. Vous voyez, le stent n'est pas du tout le même. Donc là, on voit bien les repères qui ont été mis au scanner. Et à la fin de la procédure, quand le stent est largué, on regarde si la veine pulmonaire se draine librement vers l'oreiller de gauche et s'il n'y a pas un shunt résiduel. Donc ça, c'est les nouvelles modalités d'imagerie. Et puis après, le lendemain, on fait une IRM. On peut faire ça, hein, c'est juste pour confirmer, parce qu'on peut le faire dans le centre où c'est fait, que le résultat est excellent avec les veines pulmonaires droites qui vont à travers la CIA vers l'oreiller gauche, qu'il n'y a plus de shunt résiduel et que le flux n'est pas obstrué au niveau de la veine cave supérieure. Même image en cas de cavité. On voit le stent en noir et derrière, de façon très élégante, en cette IRM 4D flow. Donc les veines se drainent là où il faut qu'elles soient, vers les cavités gauches. Et il n'y a pas de sténose de la veine cave supérieure. Donc maintenant, on a fait ça tout à l'heure, c'est la révision, pour voir qui a écouté Olivia. Quelles sont les causes de dilatation des cavités droites à rechercher suite à cet ETT? Shunt prétricuspide, CIA RVPA, hypertension pulmonaire, elle était quand même adressée pour ça, maladie du myocarde du ventricule droit, insuffisance valvulaire du côté droit ou toutes les propositions. Je vous laisse voter. Bon, on va terminer le vote. Ouais. Retourner au slide. Et en fait, c'était toutes les propositions, parce qu'on a déjà vu très bien tout à l'heure que la dilatation des cavités droites doit éliminer 3 causes: surcharge en volume, surcharge en pression ou maladie de myocarde. Donc surcharge en volume, shunt CIA RVPA, insuffisance tricuspide, insuffisance pulmonaire, surcharge en pression, hypertension pulmonaire,
sténose sur la voie d'éjection du ventricule droit ou embolie pulmonaire aiguë. Et puis, en ce qui est de maladie de myocarde, c'est dysplasie rythmogène ou infarctus. Donc, toutes les propositions étaient justes. Et la deuxième question, qui est un peu provocatrice, c'est quelle imagerie vous pratiquez pour diagnostiquer une CIA? Une échographie transthoracique, une échographie transœsophagienne, une IRM, un scanner, un CT. Donc, je vous laisse voter. Bon. Il y en a qui changent d'avis. Bon, on peut terminer. Bon, c'est une question délibérément provocatrice parce que, autant que cardiopédiatre, nous pensons qu'une CIA est une malformation qui devrait être vue en échographie transthoracique. Et lorsqu'on voit une dilatation des cavités droites chez des patients échogènes, bon, pas obèses, pas BPCO, il faut multiplier les vues, surtout si le ventricule droit est hyperkinétique et le septum s'aplatit en diastole. Donc là, il faut s'efforcer à chercher un shunt. Et puis, on peut dire ETO chez certains patients peu échogènes. Donc ça, c'est pour dire que les cardiologues dans leur cabinet peuvent diagnostiquer des CIA sans forcément demander les IRM, les scanners, des choses très compliquées. Et bon, ça serait vraiment vite fait. Donc c'est un shunt prétricuspide. Les plus fréquentes sont les CIA ostium secundum, qu'on ferme par voie percutanée depuis plus de 20 ans. Et notre CIA sinus venosus est rare quand même comme pathologie, c'est à peu près 15% de CIA. Les CIA peuvent s'accompagner d'HTAP, donc il faut être sûr qu'il n'y en ait pas une parce que la prise en charge n'est pas du tout la même. Et le diagnostic peut être fait par l'échographie transthoracique dans la majorité des cas. Bon, une CIA type sinus coronaire, c'est tellement rare que si vous passez à côté et vous demandez une IRM parce que vous ne comprenez pas pourquoi le cœur est dilaté, personne ne vous en voudra. Ou un scanner. Ça, c'est très dur à voir. Et puis, les messages take-home. Une CIA sinus venosus n'est pas une contre-indication à poursuivre une grossesse en dehors d'une hypertension artérielle pulmonaire. Les femmes peuvent accoucher par voie basse. Y penser devant la dilatation des cavités droites sans CIA centrale. Le traitement gold standard reste bien sûr la chirurgie, au prix d'un très faible risque opératoire, mais depuis peu, et grâce au progrès de l'imagerie multimodalité, des impressions 3D et des avancées du cathétérisme cardiaque, pour certains patients bien choisis, on peut proposer un traitement percutané. Je vous remercie.